Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour et bien le bonsoir. Bienvenue sur Radio et Télévision Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. L'émission de ce matin, d'aujourd'hui, tout simplement, va être didactique, peut-être satirique aussi. Didactique et satirique. Mais d'abord didactique. Celui que vous avez comme invité, celui que nous recevons pour vous, c'est le docteur Fritz Dorvilliers, ancien consul d'Haïti à Ottawa. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le feu de l'action de ce dont on parlera. On parlera de la diplomatie de manière générale. On pourra prétexter un thème qui s'appelle, ou qui est une diplomatie de qualité symbole de la puissance d'une nation. On va essayer d'articuler l'émission d'aujourd'hui autour de ce thème, de manière d'abord théorique, mais de manière pratique. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Professeur Fritz Dorvilliers, bonjour, bienvenue sur Radio et Télévision Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Bonjour, Monsieur Desaugustes. Merci de l'invitation. J'en profite pour saluer toutes les auditrices et les auditeurs qui regardent et téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent le point ce matin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Métropole. Alors, je voudrais faire la mise en contexte de l'émission d'aujourd'hui, par respect pour l'auditoire, parce qu'on est trois à vivre l'émission au-delà de la technique. En fait, on va essayer d'utiliser un format. Je suis l'étudiant, par exemple, qui est en salle de classe, et vous êtes le professeur. Et je vais poser des questions par curiosité, l'envie de savoir, de comprendre aussi, et vous-même, du haut de votre trône de professeur, une manière peut-être d'introduire, vous allez essayer de nous aider, de m'aider à comprendre, c'est-à-dire ce qu'est la diplomatie de manière particulière, ou ce que sont les relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la compétence, la qualité, peut-être, ça manque à notre pays. D'ailleurs, il y a même des experts qui disent que notre plus grand problème, c'est le problème de diplomate de qualité. Voilà, d'abord, la première question, vraiment basique. Professeur, c'est quoi la diplomatie? Bon, avant de répondre à cette question, c'est vrai, c'est une question purement académique. Je dois vous féliciter aussi parce que vous n'êtes pas si étudiant que cela, parce que vous avez un centre d'études en matière de relations internationales, de diplomatie. Je crois que vous m'avez même invité à une assise qui se fera demain. Donc, je souhaite, vous aurez une belle brochette de panélistes, de grands connaisseurs, de grands savants en matière de relations internationales. Je crois que l'initiative que vous avez prise, c'est une très bonne initiative parce que en ces temps-ci, ces temps de crise, ces temps de calamité, il faut quand même que la connaissance se fasse sentir. Il faut qu'on entende aussi la connaissance, que les jeunes apprennent de plusieurs endroits, de Métropole, du CEPOD, etc. Donc, encore toutes mes félicitations pour cet événement qui est très important. Par rapport à votre question sur la diplomatie, bon, la diplomatie, comme c'est de manière très, très classique, la diplomatie n'est autre qu'une, si j'ose employer un vocabulaire Foucault, c'est une technologie, c'est une pratique, c'est un art de mise en application des relations internationales. Donc, pour qu'il y ait diplomatie, il faut qu'il y ait avant tout une relation ou les relations internationales. Donc, il faut qu'il y ait deux États au minimum. La relation entre deux États, ce qu'on appelle la relation internationale de puissance que constituent ces États-là. Donc, à travers cette relation, il y a des individus, il y a des agents qui sont là pour mettre en application une politique étrangère, une politique en matière de relations internationales élaborée et mise en application par un ou plusieurs États, par ces deux États-là. Les agents qui sont là pour mettre en application cette politique-là, ce sont des diplomates, ce sont des agents diplomatiques. En d'autres termes, un diplomate est autre qu'un agent de relations, c'est-à-dire que de relations internationales, qui est là pour mettre en application la relation entre deux États. Maintenant, il y a une question d'intérêt qui entre en jeu, comme en politique, en diplomatie aussi. Par exemple, notre perception, vraiment, presque la perception de la majorité, on pense que quand un diplomate arrive sur le sol national, c'est qu'il vient aider Haïti.
ou bien il vient nous aider. Et est-ce que là, il ne faudrait pas comprendre qu'un diplomate ne vient pas aider le pays d'accueil, mais il vient défendre les intérêts de son pays à l'intérieur du pays d'accueil? Comment expliquer ou comprendre cela aussi? Oui, mais ça, c'est beaucoup plus dans une perspective morale. Cette déclaration, j'ai déjà entendu des diplomates dire nous ne sommes pas là, nous sommes là pour aider Haïti. C'est une perspective populiste, une perspective moralisatrice, qui se retrouve dans ce qu'on appelle une théorie constructiviste. Le diplomate étranger qui dit cela participe d'une dynamique de construction de l'image de son pays, de représentation, d'embellir en fait l'image de son pays, parce que tout simplement, ce qui est au centre des relations internationales, ce sont les intérêts. Il n'y a pas autre chose. Les relations internationales se basent presque prioritairement, sinon fondamentalement, sur les intérêts. De ce fait, un diplomate accrédité en Haïti n'est pas là, n'a pas pour fonction de défendre Haïti, n'a pas pour fonction d'aider Haïti, mais a pour rôle principal de défendre les intérêts de son État, de l'État qu'il a envoyé. C'est-à-dire que c'est une question, parce que dans les relations internationales, il y a une question de projection de puissance. Projection de puissance, par exemple, les États-Unis projettent sa puissance dans la région Caraïbes, le Canada projette sa puissance, la France projette sa puissance. Il y a des représentants capables de faire atterrir cette projection-là, de mettre en application cette projection de puissance, donc de défendre les intérêts, soit des États-Unis ou bien d'un pays, de défendre les intérêts d'un pays. Il peut y avoir, évidemment, de l'aide. Là, à ce moment-là, on est au niveau de la coopération internationale. On est au niveau de la coopération, de ce que j'ai utilisé moi, la coopération internationale au développement. La coopération internationale au développement, c'est une autre facette des relations internationales, mais à ce moment-là, même là encore, même dans au niveau de la coopération internationale au développement, il y a aussi ce mobile-là, l'intérêt. L'intérêt est au centre, même si l'intérêt n'est pas un intérêt économique, ce n'est pas un intérêt financier, ce n'est pas un intérêt technologique, mais c'est un intérêt moral, ce qu'on appelle la morale humanitaire. L'ordre humanitaire se base sur une morale, donc c'est le pays qui projette son image. Exemple, le diplomate qui déclare cela, il ne fait que, à travers la coopération internationale au développement, projeter une image de bienfaitrice, en quelque sorte, un pays bienfaiteur, un pays qui aide, un pays qui est moralement responsable de la misère, des calamités de notre pays. C'est exactement de cela. Cela me fait vous poser une question, et professeur Fritz d'Orvilliers, pour vous demander quels peuvent être les intérêts d'un pays dans un autre pays, ou bien qui pourrait se partager entre les nations, les peuples. Quels peuvent être ces intérêts-là? Oui, les intérêts peuvent être de divers ordres. Avant tout, dans les relations internationales actuelles, les intérêts sont avant tout des intérêts d'ordre économique. C'est-à-dire que les relations internationales se basent de plus en plus sur les intérêts économiques, donc les intérêts commerciaux, le commerce. Exemple, la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est avant tout une relation d'importation, d'exportation, une relation commerciale. L'intérêt, par exemple, des États-Unis en Chine, c'est avant tout un intérêt commercial en termes d'échange. Comme on l'avait dit, c'était ça le principe, l'un des principes fondateurs de la pacification du monde, du nouvel ordre mondial, du nouvel ordre global, se base sur le commerce. Cordell Hull, comme Cordell Hull le disait, pour que les armes ne traversent pas les frontières, il faut que les marchandises traversent les frontières de manière plus ou moins libre. Donc, pour qu'on évite la guerre, il faut qu'on fasse du commerce. Donc, deux pays qui font du commerce ne vont pas facilement entrer en guerre. Donc, premier intérêt économique, il peut y avoir d'autres intérêts du genre intérêt stratégique du point de vue géographique, du point de vue de la situation géographique
d'un pays. Par exemple, si Haïti, par exemple Cuba, prenons l'exemple de Cuba qui est au cœur, dans le bassin de la Caraïbe, Cuba peut avoir un intérêt stratégique de par son positionnement par rapport à la mer des Caraïbes, par rapport au golfe du Mexique, par rapport à l'océan Atlantique. Donc, si un pays comme les États-Unis veut projeter sa puissance, non pas à ce moment-là sa puissance économique, mais sa puissance militaire. Les États-Unis peuvent avoir une base, par exemple, militaire à Cuba. Les États-Unis peuvent avoir une base militaire au Mole Saint-Nicolas. À ce moment-là, le Mole Saint-Nicolas, donc Haïti, représenterait un intérêt stratégique, mais un intérêt militaire pour les États-Unis. Il peut y avoir aussi des intérêts technologiques. La relation entre deux pays peut se baser sur des intérêts stratégiques, des intérêts technologiques, scientifiques, par exemple, une relation entre le Japon, les États-Unis, même la Chine, les États-Unis, par exemple, en termes de transfert de technologie. Donc, l'intérêt stratégique, ce serait un intérêt purement scientifique, un intérêt purement technologique. Il peut y avoir aussi d'autres types d'intérêts. À ce moment-là, retenons ces trois types d'intérêts. Intérêt économique, intérêt géostratégique, intérêt technologique. Maintenant, de ce fait, puisque vous parlez de plusieurs types d'intérêts, il est dit que l'intérêt, c'est le mobile de l'action. L'intérêt là devient aussi le mobile de la diplomatie. Est-ce que là, on peut parler de plusieurs types de diplomates ou de plusieurs types de diplomatie en ce sens qui portent ou qui défendent ces intérêts-là? Oui, évidemment, bien que le monde, l'ordre international est une structure. Il y a plusieurs éléments interreliés dans l'ordre international. On peut les compartimenter aussi, les compartimenter en termes de, par exemple, c'est un système. On parle de système international, donc comme une structure globale, mais on peut subdiviser cette structure-là en sous-structures, par exemple. Par exemple, il peut y avoir la sous-structure économique, la sous-structure militaire, structure technologique, la sous-structure culturelle. Et à ce moment-là, il va y avoir plusieurs types d'actions diplomatiques. Il va y avoir une action diplomatique axée sur l'intérêt économique. Il va y avoir une action diplomatique basée sur les intérêts stratégiques d'ordre militaire. Donc, les diplomates qui s'occupent de la question militaire, les diplomates qui s'occupent de la question culturelle, les diplomates qui s'occupent de la question scientifique. Donc, il peut y avoir plusieurs profils, plusieurs types d'actions diplomatiques dans ce sens-là, économiques, financières, technologiques, scientifiques, culturelles, etc. Maintenant, cette question que je vais poser sera un petit peu longue et même explicative. On va prendre plusieurs cas. Le cas d'Haïti. On parle chaque jour d'ingérence. On dit que les États-Unis, le Canada, la France et les autres alliés font de l'ingérence en Haïti, d'abord en instituant une forme de communauté qu'on appelle core group, où ces diplomates-là se réunissent selon les informations pour prendre des décisions donc, au sujet d'Haïti. On se souvient de cette dernière déclaration du Canada, de la France, des États-Unis sur le dossier d'Haïti, même de la République dominicaine. Il y a de cela quelques jours ou quelques heures, s'il le faut, on a reçu le sociologue Frédéric Boiron, qui parlait de l'ingérence de la Chine au Canada. Et si l'on revient sur la guerre russo-ukrainienne, le président Vladimir Poutine a dit, et nous répétons, nous citons, que toutes les voies diplomatiques ont été utilisées et rien. Donc, n'a été fait, c'est-à-dire il y a des oreilles qui n'ont pas entendu s'il le faut, donc ces discours diplomatiques. Dans quel cas peut-on utiliser le mot ingérence, surtout quand on sait que le diplomate qui est arrivé dans un pays ne fait que défendre les intérêts de son pays? Maintenant, en parlant d'ingérence, est-ce que ce n'est pas demander au loup, en fait, ce n'est pas à l'agneau de demander au loup, mais non, mais vous savez, je suis un agneau, ne me mangez pas. Alors que le loup, lui, sa première mission, c'est de manger, c'est de déchirer l'agneau. Le lion, de défendre, etc. Est-ce que là, quelque part, ce n'est pas normal qu'un pays cherche à défendre son intérêt au-delà du détriment de l'intérêt de l'autre? J'essaie de comprendre et j'ai dit que cette question serait longue et explicative parce que les autres étaient un petit peu courtes alors. Oui, effectivement, bon, là, vous faites allusion à ce qu'on appelle dans la doctrine des relations internationales la question de l'anarchie de l'ordre international. L'anarchie, comme la perspective hobbesienne
de l'état de nature. Est-ce que l'ordre international est un état de nature par excellence? Si on se base sur la perspective de Hobbes, on peut dire que oui, que tout simplement, en utilisant le concept que vous avez utilisé, la notion d'intérêt, parce que chaque État défend son intérêt ou ses intérêts à ce moment-là, et on n'est pas véritablement dans une perspective, on est dans une perspective fondamentalement westphalienne. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la souveraineté absolue. Dans cette souveraineté absolue-là, tous les coups sont permis presque. C'est un ordre international anarchique, c'est un ordre international fondamentalement normé, réglementé par la défense, la quête et la défense des intérêts particuliers des États. À ce moment-là, on sort du sens commun, des intérêts communs de l'ordre global. À ce moment-là, l'ordre global, les États de l'ordre global, ce sont des États radicalement indépendants, radicalement souverains. À ce moment-là, ils peuvent se battre, se guerroyer, parce que le principe qui est au cœur des relations internationales, c'est la guerre. Tout se fait pour éviter la guerre, comme vous l'avez dit en ce qui concerne la Russie. Tous les canaux ont été utilisés, tous les moyens ont été utilisés. Quand tous les moyens diplomatiques ont été utilisés, il ne reste que la guerre. Parce que tout simplement, la diplomatie, c'est une autre manière de défendre les intérêts pour ne pas en arriver à la guerre. À ce moment-là, dans cette perspective-là, l'ordre international est un état de nature. Chaque État défend ses intérêts. Mais c'est pour pallier cet état-là, ce problème, cette anarchie au niveau de l'ordre global qu'on a pu créer des organisations internationales comme la SDN, la Société des Nations, comme l'ONU. Eh bien, à l'ONU, je crois que c'est l'article 2, paragraphe 1, qui parle de la question de la souveraineté des États. Tous les États sont souverains. Je dis tout cela pour arriver, pour pouvoir répondre à la question concernant la souveraineté. Donc, concernant l'ingérence, tous les États, l'ONU, la charte de l'ONU le dit, les États sont souverains. Il y a ce qu'on appelle au niveau de la charte le principe de l'égalité souveraine, même si on est un petit État faible, pauvre, dépourvu d'attributs de puissance comme Haïti, même si on est une puissance, on doit être reconnu comme un État, on doit reconnaître notre indépendance en tant que petit État faible, pauvre, les États-Unis comme un grand État, puissant, richissime, d'une capacité première puissance militaire de l'ordre global, de l'ordre mondial. Les États-Unis est un État à la souveraineté, le même type de souveraineté que Haïti. C'est le principe de l'égalité souveraine, c'est comme le principe de l'égalité des races humaines, de l'égalité de tous les individus, les femmes, les enfants, les vieux, quel que soit, dans la mesure où on est un être humain, tous les êtres humains sont égaux, ils méritent d'être considérés avec dignité, avec respect. C'est le même principe. C'est une forme de transposition des principes humains en termes de la vie en société sur le principe de la vie dans l'ordre international. À ce moment-là, la question de la souveraineté se pose, la question de l'ingérence se pose, parce qu'on ne peut pas comprendre l'ingérence sans la notion de souveraineté. L'ingérence, c'est une manière de violer la souveraineté. On parle d'ingérence quand un État considère que notre État a violé sa souveraineté. C'est-à-dire que de plusieurs manières, c'est-à-dire que sa souveraineté en essayant d'influencer les élections, en essayant d'influencer, par exemple, de porter une parole sur notre pays sans avoir demandé l'avis de ce pays-là, etc. Il y a plusieurs types d'ingérence politique, en essayant de financer l'opposition d'un pays par rapport à notre groupe, etc. Donc l'ingérence d'un État dans les affaires de notre État, on peut dire c'est interdit par la charte des Nations Unies, mais avec des exceptions évidemment. Cette interdiction-là, il y a des exceptions par rapport s'il y a violation flagrante des droits humains, s'il y a une guerre civile, donc à ce moment-là, on peut passer outre le principe de souveraineté. Donc on peut s'ingérer, ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, c'est la capacité, c'est-à-dire que le devoir d'un État de s'ingérer dans les affaires de notre État, non pas pour ses propres intérêts, mais pour protéger soit une population, toute la population par rapport aux exactions d'un dictateur, soit pour protéger un groupe, comme ça a été le cas par exemple au Rwanda,
un groupe par rapport à un autre groupe, etc. À ce moment-là, c'est un droit d'ingérence. À ce moment-là, on ne peut pas parler d'ingérence, de violation du principe de souveraineté, du principe de l'égalité souveraine. Donc, les pays qui, par exemple, les États-Unis, la République dominicaine, ils interviennent dans les affaires d'Haïti. Maintenant, il faut se poser la question, dans quel but ces pays-là font ce type d'ingérence. Est-ce qu'ils s'ingèrent dans les affaires d'Haïti pour défendre leurs propres intérêts, leurs intérêts particuliers, ou bien ils s'invitent dans le débat politique haïtien, ils s'ingèrent dans les affaires politiques haïtiennes pour pouvoir défendre la population haïtienne en général ou un groupe de la population haïtienne. À ce moment-là, on ne pourrait pas parler d'ingérence, mais aussi le droit humanitaire. C'est une forme d'intervention, c'est une forme d'ingérence qu'on appelle l'ingérence douce. Parce que l'ingérence peut être directe, matérielle, l'ingérence peut être immatérielle. L'ingérence, par exemple, matérielle, en termes d'opérations sur le terrain, d'envoi de troupes, etc., ou bien de dictates bien spécifiques par rapport. Nous n'acceptons pas les résultats de cette élection-là. Il faut que ce soit tel ou tel candidat qui passe au second tour. C'est une ingérence flagrante à ce moment-là. Cette forme d'ingérence est inacceptable parce qu'il n'y avait pas de guerre civile, il n'y avait pas de dictature, etc. Mais il peut y avoir une ingérence en disant que, écoutez, la population haïtienne est victime d'un groupe terroriste, par exemple les gangs, peuvent être considérés comme étant des groupes terroristes. Ces gangs-là maltraitent, violent les droits fondamentaux de la population haïtienne. On peut demander une intervention à ce moment-là. Ce ne serait pas une ingérence, ce sera un devoir d'ingérence, dans la mesure où cette intervention d'autres États dans la gestion de la chose publique haïtienne, c'est pour défendre les intérêts haïtiens, c'est pour défendre la population haïtienne en termes de responsabilité de protéger. Maintenant, vous m'inspirez une question à travers votre explication, et professeur Fritz d'Orvilliers, et vous avez parlé d'ingérence, à côté de l'ingérence, il y a la souveraineté, etc. Il y a aussi la notion de puissance en diplomatie ou en relations internationales de manière large. On parle des États-Unis comme la plus grande puissance militaire du monde, on parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle, etc., etc. Mais est-ce que croire qu'un pays peut être puissant globalement, c'est-à-dire à tous les points de vue, est-ce que ceci n'est pas une forme d'utopie? Maintenant, on va venir avec une autre puissance, le Brésil. Au-delà de tout, on peut parler du Brésil comme puissance footballistique. Nul ne peut oser parler football ou parler de football aujourd'hui sans penser d'abord au Brésil. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs formes de puissance? Est-ce que chaque pays ne peut pas être puissant dans un domaine quelconque et être la référence? Je ne pourrais pas dire une référence, mais je reprends la référence. Est-ce que la notion de puissance ne varie pas d'un domaine à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, mais aussi et surtout d'un besoin ou d'une nécessité mondiale à l'autre, professeur? Bon, non, je ne crois pas que la notion de puissance varie en fonction des pays, peut-être en fonction du temps, mais pas véritablement en fonction de pays. Parce que simplement la puissance, c'est une capacité. C'est une capacité de faire et de faire faire. C'est une capacité d'agir, de porter l'autre à faire, à accepter sa force, de mettre l'autre dans une situation de subalternité, de subalterne. C'est-à-dire que mettre l'autre au plus bas niveau que soi. C'est ça, manifester sa force par rapport à un autre. Dans l'ordre international, un État puissant, c'est un État qui détient des attributs qui lui permettent de faire faire, d'exercer une force sur d'autres États et qu'il ne peut pas y avoir une force retour presque équivalente. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle la question de l'équivalence des forces qui se pose. Donc, la puissance, il faut faire cette différence-là entre puissance et influence. Vous avez pris l'exemple du Brésil. Peut-être le Brésil
est dans la classification internationale de la puissance, le plus souvent basée sur la puissance de feu, sur les armes, le Weapon Power Index, par exemple. Donc là, le Brésil est considéré comme une puissance moyenne. Tout comme le Canada est considéré comme une puissance moyenne, mais le Brésil est une puissance à un niveau plus élevé que le Canada, étant donné les capacités militaires du Brésil en termes de nombre de militaires, c'est-à-dire que l'effectif de son armée, les armes possédées, les types d'armes, etc., son arsenal militaire en quelque sorte. Mais à ce moment-là, on peut parler de la puissance du Brésil. Le Brésil est une puissance, peut-être une puissance qui varie en fonction du territoire, une puissance régionale. En Amérique du Sud, le Brésil est une puissance, c'est la plus grande armée de l'Amérique latine, mais le Brésil n'est pas une puissance mondiale comparativement aux États-Unis, comparativement à la France, comparativement à la Grande-Bretagne, comparativement à la Chine, etc. À ce moment-là, le Brésil ne peut pas forcer les États-Unis à faire quelque chose que les États-Unis ne veulent pas faire. Lorsque les États-Unis peuvent forcer le Brésil à faire, accepter une mesure que le Brésil... On a compris la notion de puissance militaire, professeur Fritz. Le football, à ce moment-là, on tombe non pas dans la puissance, parce que le football ne peut pas... Avec le football, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire, on ne peut pas forcer un État. Je vais vous prendre un exemple ordinaire pour voir est-ce que ça ne varie pas d'un domaine à l'autre. Voyons par exemple les États-Unis pour la puissance militaire. On parle des États-Unis, de la Chine, la puissance militaire économique. Non, à ce moment-là, j'ai voulu voir la puissance. Les attributs de la puissance, il y a plusieurs attributs de la puissance. Comme je vous l'avais dit auparavant, la technologie est un attribut de la puissance, l'armée, l'effectif, l'arsenal, les technologies utilisées est un attribut de la puissance, l'économie, la force d'une économie est un attribut de la puissance de l'État, tout comme la technologie est un attribut de la puissance. La culture, les États-Unis, on appelle le soft power. La culture est un très grand attribut de puissance. Parce que tout simplement, vous voyez, la musique américaine, le modus vivendi, le mode de vie américain qui se propage dans le monde entier, etc., les valeurs américaines, à ce moment-là, on est au niveau de la soft power, c'est-à-dire que de la puissance d'os, mais il s'agit beaucoup plus de l'influence dans le sens le plus académique du terme. À ce moment-là, entre la puissance qui est la force et l'influence, on peut dire que la puissance est beaucoup plus, c'est pour schématiser un peu, la puissance est beaucoup plus la force en quelque sorte matérielle, alors que l'influence en termes beaucoup plus de soft power, de hard power et de soft power. Donc à ce moment-là, le Brésil peut exercer une action, on peut aimer le Brésil, on peut apprécier le Brésil, on peut vouloir aller visiter le Brésil, donc investir dans l'économie brésilienne à cause du football, c'est-à-dire que c'est la capacité d'attraction, l'attribut d'attraction du Brésil, un attribut culturel pour le Brésil, pour le football, pour le carnaval, etc. À ce moment-là, on est au niveau de l'influence culturelle, si on peut appeler ça puissance culturelle, mais c'est beaucoup plus une influence culturelle, qui n'est pas moindre, parce que quand même, le plus souvent, on mélange les deux. C'est-à-dire que le plus souvent, pour faire avaler la pilule, le plus souvent, c'est par le biais de la soft power, de l'influence culturelle qu'on essaye d'exercer au lieu de faire accepter sa puissance, son hard power. En quelque sorte. En effet. Au cours de la seconde tranche, qui ne sera pas trop longue, professeur, on va voir certains exemples particuliers, directs. Vous êtes un exemple, si vous voulez, de manque de puissance d'un État, par exemple. On s'en souvient, vous avez fait un tweet, on va en parler, je fais les cas, vous avez fait un tweet et après, on ne sait pas pourquoi, vous avez été rappelé et vous en avez parlé à plusieurs reprises. On pourra expliquer cette situation et après la pause. Et puis, on va voir, par exemple, comment est-ce qu'aujourd'hui, la République dominicaine puisse dire vertement, clairement, au Canada que non, on n'avait pas négocié, on n'avait pas discuté de cela, pas de question d'implanter un bureau au sujet d'Haïti. Chez nous, là je parle de la République dominicaine. Qu'est-ce que ça peut représenter comme image, comme message dans le cadre d'un processus diplomatique ou dans la diplomatie tout court? Le Canada qui a reçu, on l'a dit hier, une belle petite tape sur la main, donc venant de la République dominicaine, notamment par la République dominicaine. Et on va voir aussi
et ce que ça peut vouloir dire sur le plan diplomatique, cette guerre qui continue malgré toutes les voies utilisées. Je reprends encore peut-être les médiateurs qui en ont parlé, la guerre russo-ukrainienne. En quoi la diplomatie peut-elle être utile encore, malgré elle a été peut-être repoussée, je dirais, mal utilisée ou prise au second degré ou ne pas être prise en compte. On va voir tout ça après la pause. Professeur Fritz Dorvilliers qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau pour voir la dimension ou la qualité d'une diplomatie, comment est-ce que cela peut être le symbole de puissance d'une nation. Merci de votre disponibilité à Métropole. Et merci à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, de suivre cette émission que nous appelons une émission spéciale et didactique. D'ailleurs, c'est cela aussi, la mission d'un média. Donc, c'est d'informer, de former, donc d'éduquer et de divertir. C'est ce que nous faisons, non. Chaque jour. C'est le temps de la pause. À tout à l'heure. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. La seconde tranche sera beaucoup plus pratique et pragmatique. Ne pas le faire politique. La deuxième tranche, professeur. Bon retour à vous tous et à vous toutes. Alors, dans la pause là, nous avons un petit exemple que tu apprends, professeur. Nous t'ai dit, l'orgue un bâton dans la main, chien pas capable de morder. Et bâton gain, c'est avec le parikou. Nous mettez-les dans une dimension diplomatique. Qu'est-ce que ça fait, diplomatie en nous dit c'est un bâton? Disons que tout État gagne un lit, t'as doué gagner un lit, on va expliquer nuance là pour nous, mais on a l'impression, mes amis, c'est entre guillemets, on a dit, il y a des bagages qui arrivent quand même, des malheurs, faute de diplomatie. Comment on peut comprendre ça? Oui, bon, son diplomatie, c'est un bâton, mais un bâton. Il y a un petit bâton, il y a un bâton moyen, il y a un grand bâton. Ça dépend à qui bois bâton en fait. Il y a des bâtons qui fait un bois qui est pliable, qui est cassable, qui est pliable, qui est le bâton avec bois gaillac, bois qui est dur, en fait. Donc, les manier, et puis tout, ça c'est c'est-à-dire que ça c'est bâton, nature bâton, mais il y a des gens qui ont un bâton tout. C'est important parce que son main qui a un bâton, est-ce que main qui a un bâton, ça son main qui est expert pour lui? Est-ce que son mec qui est formé pour le kembe bâton? Est-ce que son mec qui connaît goumer avec bâton? C'est-à-dire que même son art lié tout. Bon, Lionel Trujillo qui c'est un adepte de cet art-là, de bâton, comme mon Latibonite qui pratiquait en pile art ça, qui c'est bâton, combat avec. Ok, très bien. Moi, un exemple ça. Nous allons prendre l'autre cas pratique rapidement. Oui. République dominicaine, le Canada. On dirait que presque les plus grandes déclarations sur Haïti viennent d'ailleurs ou sont faites par des étrangers aujourd'hui. Le Canada, la France, les États-Unis, pour nous résumer ça seulement, qui est surtout intervenu sur le dossier haïtien. Mais voici que la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mme Mélanie Joly, font déclaration pour dire que on va continuer à aider Haïti, etc. On va continuer à prendre leadership là, mais nous pourrons implanter un bureau en République dominicaine qui pourra peut-être un bureau satellite en Haïti qui pourra aider à faire liaison pour résoudre le problème. Hey, la République dominicaine est intervenue pour dire il n'était pas de question de bureau, pas de négociation, pas de discussion sur ça. Et ceci est si vrai, non seulement le Canada retournait sous déclaration, mais même pour parler qui est annoncé entre les deux ministres des Affaires étrangères. C'est comme pour dire de toutes parts, tout le monde a compris tout le monde. Oui. Maintenant, comment on est capable de comprendre exemple ça, dimension ça, même dans le cas de bâton. Bâton, c'est diplomatie, que tu as parlé de lui là. Oui, bâton, son instrument. Diplomatie, son instrument, tout comme mon bâton, c'est un instrument. Même des fois, métaphore, on dit ça que ça dépend de nature bâton, à qui boit bâton en fait, et qui moun cap un bâton. Est-ce qu'on prend un bâton? Ou que nous avons son grand bâton, ou que nous avons son grand athlète, et puis équipement pas bon. C'est-à-dire qu'on doit son bon athlète en sport bâton, hein? Alors que vous avez un petit bâton qui fait en bois qui n'est pas bon. Premier coup de bâton fait, il bloqué, et puis le bâton cassé. C'est-à-dire qu'on a un diplomate de qualité, un diplomate qui est bien formé, alors que, étant donné que ou pas un instrument, ou pas un outils pour faire diplomatie. Quoi ça veut dire non seulement pas des outils pour faire diplomatie, ou pas un
capacité, ou pas un corps, ou pas un répondant, comme j'aime le dire en créole là. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes bons diplomates, même son diplomate qui est bien formé, nous considérons comme un outil de la politique étrangère d'Haïti. Donc, nous connaissons tout ça qu'on fait, nous connaissons le monde, nous connaissons le fonctionnement de l'ordre international. Ça nécessaire avant tout pour un diplomate, nous connaissons le pays à bien. Parce qu'un diplomate, c'est pas qu'on le pays au bien, dans tous les domaines culturels, économiques, financiers, historiques, etc. Ou pas qu'à défendre un pays qu'on pas connaît. On pas qu'à le faire diplomatie pour un côté, pour un pays, pour l'État qu'on pas connaît. Donc, on pas qu'à faire diplomatie tout, c'est pas le fonctionnement et structure de l'ordre international. À ce moment-là, ou même comme personnalité, comme agent diplomatique, ou que nous excessivement compétent, alors que son agent diplomatique dont un État faible, un État failli. Maintenant, on prend un exemple rapidement. On parle d'État faible, État failli. À toi, raison, ou même on va expliquer nous ça, ou font tweet. Et sous dossier Haïti, dossier ZAM, dossier commande de blindés, etc. C'était ça. Et puis, dossier de Zamia Bay à l'autre pays, mais en Haïti, voici comment on gère le pays. Mais peu après, il rappelé où. Comment on est capable de situer ça au fond en faveur d'Haïti, mais c'est Haïti qui rappelé où. Il n'y a pas déclaré aux persona non grata au Canada, à Ottawa. Et c'est faire nous comprendre, ou bien aider-nous à comprendre ça, quelle pratique ça peut représenter dans le cadre d'une relation d'un pays avec un autre, d'un État avec un autre. Oui, c'est une question d'équilibre, de puissance, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'inégalité de force, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît très bien que Haïti, son pays failli, son pays faible, son État très pauvre, son État qui est sous assistance humanitaire. Oxygène, le pays d'Haïti ne fait pas mourir déjà parce que c'est deux sources d'oxygène, c'est-à-dire que c'est la diaspora à travers les transferts de fonds et c'est l'aide humanitaire, l'aide internationale. Donc à ce moment-là, un pays comme Haïti vient trouver l'opposition, même que d'accord avec posture d'un diplomate que le Ghanéen, qui a son posture cap défendre le pays, et ma posture c'est une posture de défense des intérêts d'Haïti. À ce moment-là, c'est pas un intérêt purement matériel, mais c'est une défense morale, parce qu'un diplomate haïtien, Haïti pas véritablement gagné de l'intérêt économique au Canada, États-Unis, etc. Parce que Haïti pas gagné d'investissement direct étranger au Canada, Haïti pas gagné d'investissement direct étranger au République dominicaine à côté de l'Europe, Haïti pas gagné d'investissement direct étranger aux États-Unis. Donc, un diplomate pas capable de protéger les intérêts économiques et financiers haïtiens. Un diplomate capable de protéger, ça le pays, l'Haïti, et c'est-à-dire que par exemple, avec ça que tu es vivant, donc on même à protéger la vie bonne, c'est-à-dire que la stabilité, la sécurité en Haïti. C'est une forme de posture morale dans l'ordre international, parce que l'on pays pas des attributs de puissance. Les attributs de puissance, je ne pas tout à l'heure de lui-même, c'est exemple. En armée puissante, technologie, de gros scientifiques, en économie très, très, très forte, etc. À ce moment-là, ou pas capable, sont acteurs qui pesaient sur la balance de l'ordre international. Maintenant, je vais poser une petite question et peut-être ma propose pour que réponse en coûte parce que nous avons plein d'autres questions à poser dans la deuxième tranche. Est-ce que l'on pense... Ça vous me dit que, pour comprendre ça, c'est que c'est un pays qui a une position de subalterne par rapport à l'autre pays. Haïti est en position de subalterne pour plusieurs raisons, parce que Haïti est en situation économique désastreuse, parce que l'État haïtien est en crise, parce que nous sommes en situation de crise, parce que nous sommes en situation ou pas véritablement, ou son pays qui perdu toute force, ou son pays qui, ce qu'on appelle dans la doctrine diplomatique, ou son pays qui n'a état de hiérarchie, en état d'anarchie, pardon. Donc, l'état d'anarchie, ou pas véritablement des puissances, d'autres attributs de puissance, seul bagage au cas recevoir, seul rapport au cas avec l'autre État, son rapport de subalterne, son rapport de faible, par rapport à un fort. Parce qu'au pas de pièce réplique, Jean Roy, on t'a posé une question, j'ai République dominicaine fait là. République dominicaine fait, pour qui raison? Ça, République dominicaine fait, faut étudier Capoutéo, comprendre que son attribut de puissance que République dominicaine manifestait. Donc, son forme ça ne parle pas de puissance. Non, puissance régionale, puissance sous-régionale, République dominicaine, c'est une puissance dans la région des Caraïbes. Même dans l'Amérique latine, son économie, son économie qui dépassait un peu l'autre économie. C'est parce que, je crois, la première ou la deuxième destination en termes d'investissement direct étranger, c'est la République dominicaine qui reçoit des milliards de dollars par an.
en termes d'investissement direct étranger. La République dominicaine est une puissance économique dans la région de la Caraïbe. À ce moment-là, étant donné cette puissance-là, étant donné que ces pays-là, par exemple les États-Unis et le Canada, ont un ensemble d'intérêts en République dominicaine, notamment des intérêts économiques et financiers, à ce moment-là, la République dominicaine dit voilà, ou besoin, moins besoin. À ce moment-là, je suis capable de capacité, exercer ma puissance en termes de capacité de faire, parce qu'il y a deux types de capacités de puissance. Il y a une capacité positive ou une capacité négative. Capacité positive de faire ou de faire faire, mais capacité négative de refuser de faire ou de refuser à quelqu'un de faire. À ce moment-là, le République dominicaine manifestait en capacité d'influence négative, de puissance négative, parce qu'il refusait de faire ce que l'autre plus grande puissance demandait pour le faire. L'IFEL, c'est parce qu'il y a deux attributs de puissance, plus particulièrement un attribut économique. Le Canada a besoin de la République dominicaine. Le Canada, c'est le premier ou deuxième investisseur en République dominicaine. À ce moment-là, la République dominicaine est capable, on dit presque d'égal à égal, donc il est capable aussi le droit pour refuser une demande, bien que vous trouvez que le refus a fait de manière un peu cavalière. Bon, étant donné intérêt ça Canada gagne en République dominicaine, vous pensez que la République dominicaine est capable de répondre de manière beaucoup plus soft, de manière beaucoup plus cordiale, vous trouvez réponse République dominicaine maintenant plus cavalière dans ce sens-là. Est-ce que la réponse cavalière-là pas fait référence ou bien pas proportionnelle à cette annonce qui, selon certains, Tava Cavalière, et le professeur ou bien le sociologue Frédéric Bois, on l'avait dit, c'était grossier. Oui, d'une part, si vous me le permettez, et professeur, est-ce que ce n'est pas parce que l'annonce a été faite de manière cavalière que la réponse vient cavalière? On peut dire ça, on peut dire ça parce que tout simplement, annonce canadienne dans cavalière, dans le sens que les faits sans l'avis, sans l'aval, sans l'assentiment, parce que la notion d'assentiment est très importante au niveau des relations internationales, les faits sans l'assentiment de la République dominicaine. Je te suppose qu'il y a une réunion sur cela, le météo d'accord, même météo d'accord sont communiqués, puis au fond communiqué sorti. Pour à effet immédiat, on dit ça, ouais, ça, on va le faire par après. Il va le faire l'autre communiqué par après. Donc, si on te prend le souper, parce que le Canada lui-même, l'a exercé, il comportait comme puissance, comme puissance régionale, notamment dans la Caraïbe là. Donc, il dit moi-même, comme puissance régionale, mal tout ça, me penser, il anticipait que depuis le volet, donc, la République dominicaine a voulu tout. Il pas compter sous le caractère dominicain. J'ai voulu voir avec vous aussi, professeur, le revirement dans ce dossier. Donc, d'étape de toutes parts, si vous me permettez. Son forme de gêne. Il faut voir que les anti-monde manquent au dégât devant le monde, on va être gêné. Mais si anti-monde beaucoup taper au sous être devant l'autre monde, on va être gêné. Parce que là, il faut laisser à deux dans chambre de négociation que nous, même quelque soit façon, on dit non. Bon, non, c'est non, oui, c'est oui, etc. Mais les que réponse en bail au vu, au su de tout le monde, donc à ce moment-là, la puissance moyenne que représente le Canada se retrouve dans une situation un peu gênante. Canada gêné, non seulement le Canada, l'hygiène est parce que ça le fait à pas représenter, il pas marcher avec l'image canadienne, parce que le Canada a une image d'un pays qui est cordial, d'un pays qui est soft, d'un pays qui est généreux, d'un pays qui n'est pas belligérant, d'un pays qui pas chercher en forme d'hégémonie dans la région. Pour revenir au mot revirement, et professeur Fritz d'Orvilliers, c'est que après cette déclaration, les deux pays annoncent un sommet, donc pour discuter davantage sur le dossier d'Haïti. Comment comprendre, d'abord revirement ça sur le plan diplomatique, que au-delà de accro diplomatique ça qui existait entre les deux pays, mais nous trouvons entente quand même pour discuter du même projet, du même sujet, du même objet. Parce qu'on pas dit qu'on peut négocier avec eux. Parce qu'on n'a pas assez d'attributs de puissance pour négocier. On voit que la République dominicaine a porté la parole d'Haïti au niveau des instances internationales, par exemple à l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité. On voit toute réunion qui fait sur Haïti, la République dominicaine toujours là. Donc ça a montré la force de la diplomatie dominicaine, ça a montré aussi la qualité de la diplomatie dominicaine. Non seulement là, parce que là, ça pouvait qualité, ça pouvait puissance sous-régionale que vous gagnez, mais ça pouvait tout intérêt que vous gagnez en Haïti. Si c'est dans Haïti, professeur Fritz d'Orvilliers, un président ou bien un premier ministre ou un diplomate haïtien qui t'a fait déclaration ça, un ministre des Affaires étrangères, il perdrait l'État perdu poste
J'ai bien Oui, dit évidemment. président, Il premier a évoqué- ministre, ministre des Affaires étrangères. Maintenant, est-ce que ceci n'envoie pas un autre message aussi à Haïti qu'on a le Non, droit, mais- qu'on a le droit de parler, de dire non ou autre aussi, on n'a pas besoin de perdre son poste pour ça. Dites-nous, comment Non, mais vous comprenez ça? c'est une question de politique étrangère. Parce que politique étrangère, pour moun dehors, il faut moun en dedans. Ou pas quand moun en dedans, ou pas quand moun différent en dedans pour l'autre moun dehors. Comme ça, nous autres pays, hein, la posture diplomatique d'Haïti sur la scène internationale dépend du placement, du rôle de Kabdou de côté Haïti situé dans la région. Haïti se situe en dernière place dans la région, de tous les points de vue. Du point de vue scientifique, du point de vue militaire, du point de vue économique, etc. C'est-à-dire que ou pas qu'à négocier, ou pas à négocier en pays faible, en état faible. En état faible, il y a bon l'ordre, puis grand il y a bon l'ordre. Il y a bon l'ordre, là, on met un monde de manière sobre, de manière cordiale, mais on lance en chambre de discussion, non espace de discussion fermé avant, il y a bon l'ordre, là, nous fait ci, fait ça. Alors que si, par exemple, je dis là, si c'est le ministre des Affaires étrangères d'Haïti qui avait fait cette déclaration-là, sans l'assentiment exactement du chef du gouvernement, on aurait demandé sa révocation. Le chef du gouvernement n'a pas eu le choix que révoquer, parce que tu as fait de menaces. Si tu pas révoquer un tel, je ne peux pas servir à voir, je ne peux pas avoir aide, je ne peux pas avoir relation à voir, etc., je ne peux pas soutenir, etc. Il y a un ensemble de mesures de rétorsion qui étaient capables de faire contre les dirigeants, parce qu'on son pays ou son État faible. La République dominicaine a dit non, parce que ce n'est pas demain la veille que le Canada pral retirer Barrick Gold, par exemple. Barrick Gold, qui sont une entreprise d'extraction de minerais. Son gros investissement de presque 1,6 milliard de dollars. C'est pas dans toute région qui a de mines d'or. Le Canada ne peut pas le retirer, il va le brouiller avec la République dominicaine pour que tout investissement gagne dans l'exploitation minière, dans les services financiers, dans les manufactures, dans le tourisme, dans l'énergie renouvelable, dans l'agriculture, etc. Il ne peut pas le retirer tout ça parce que pour Haïti, il ne peut pas le faire compte. Le Canada, il faut mieux comprendre ça. Le Canada ne peut pas le faire compte à la République dominicaine pour Haïti parce que le Canada n'a rien. Parce que nul zéro d'investissement qui rapporte en Haïti. Le commerce entre le Canada et Haïti, c'est presque 10 fois moins que le commerce entre la République dominicaine et le Canada. C'est-à-dire que la question d'intérêt dont on parlait au début de l'émission, d'intérêt, étant donné les intérêts économiques, les intérêts financiers, deux pays, deux États, ça n'a pas gagné l'autre choix, c'est entendre parce que le Canada a besoin d'aider Haïti en termes d'aide humanitaire, parce que la posture du Canada en Haïti, c'est une posture humanitaire, c'est pas une posture d'intérêt, parce que le Canada n'a aucun intérêt en Haïti. On peut dire que les États-Unis ont un quelconque intérêt, mais un intérêt négatif en Haïti, en termes de possibilités de vagues de migrants, etc. De la République dominicaine de même, de vagues de migrants. La République dominicaine aussi par rapport au commerce entre les deux pays, qui est au bénéfice presque exclusif de la République dominicaine. À ce moment-là, il y a aucun intérêt. Deux pays, ça a aucun intérêt en Haïti, la République dominicaine et les États-Unis. Mais le Canada va le brouiller avec la République dominicaine. Ouais, ils ont entendu à travers un communiqué très cordial, très diplomatique, de dire que, voilà, il y a possibilité pour faire ça dans les ambassades en Haïti et en République dominicaine. Donc, question de bureau de coordination de l'aide internationale, parce que pas parler encore, il parle de manière euphémisée, mais il va le faire à l'intérieur des représentations diplomatiques du Canada en Haïti et en République dominicaine. Ils mettent d'accord parce que autour d'eux, non seulement le Canada a besoin d'aider, aider à pacifier le pays pour l'image aussi du Canada, parce que le Canada est un pays qui a une image très positive au niveau de la scène internationale, mais aussi la République dominicaine besoin que Haïti pacifie, parce que la République dominicaine n'a qu'à permettre le luxe pour un pays aussi déraillé, aussi failli à côté de là, parce que les vagues migratoires, l'insécurité, il n'y a pas qu'à vendre produits, parce que mon économie écrasée, il n'y a pas acheter la main encore. Donc la République dominicaine a un peu l'intérêt pour faire toute plaidoirie ça au niveau international. Donc, ils ont entendu, ils ont pour aider de manière humanitaire, l'autre là parce que tout simplement, ils ont un intérêt négatif en sens de vagues migratoires, de commerce frontalier, etc. C'est-à-dire, et au bas mot, de comprendre que l'annonce que le Canada a fait, les risques est devenu réalité, et ceci en République dominicaine. Rapidement, une réponse sur ça en quelques secondes. Oui, la
En réalité, autre chose, je suis d'accord, parce que vous avez même bagaille Canada qui a annoncé, c'est lui qui va le faire. Les deux n'ont pas perdu la face. Le Canada a perdu la face la première fois, il avait figure, il peut pouvoir le redresser en gentleman. C'est-à-dire que il reconnaît à demi-mot que le défend erreur, que le défend forme d'arrogance, que le parler d'un pays, il parle de son territoire d'un pays, étant donné le principe de l'égalité souveraine, le principe de souveraineté de chaque État, on va le faire, on va l'établir en bureau, on va pas cette convention devienne sur les relations diplomatiques, on va pas l'établir en bureau sans l'assentiment d'un pays. C'est la première chose à faire, c'est la demande de l'assentiment du pays pour pouvoir établir ce bureau-là. Les conditions d'implantation d'une mission, de consulat, de bureau, etc., en fonction des conventions de 61 et 63, etc. À ce moment-là, on ne peut pas faire de n'importe quelle manière. Le Canada reconnaît que le défend impair, donc on entend avec le Dominicain. Le Dominicain trouvait tout que le agit un peu de manière cavalière. Il besoin Canada, parce que la Dominicaine a besoin les investissements du Canada dans plusieurs secteurs, comme je citais là. Tout comme la Canada a besoin, c'est du donnant-donnant. Les relations internationales, du point de vue économique, du point de vue du commerce, c'est du donnant-donnant. Le Canada a besoin, alors que le Canada n'a pas besoin du tout Haïti en matière de commerce, mais le Canada a besoin de la République dominicaine en matière de commerce. Il faut voir, tous les jours, il y a des vols de Air Transat de Canada en République dominicaine, alors qu'en Haïti, il n'y a qu'un seul vol par semaine. Vous voyez déjà la différence, il y a le nombre d'entreprises. La banque, le Scotiabank qui était Port-au-Prince, il parle encore, mais la République dominicaine, un ensemble d'autres entreprises qui étaient canadiennes, il n'y a pas en Haïti encore en République dominicaine. À ce moment-là, la République dominicaine dit, moi-même besoin aussi le Canada, tout comme le Canada a besoin, n'a pas entendu nous, mais nous avons un problème. Nous tous deux à nous confronter à un problème. Le problème, c'est Haïti. Comment nous mettons ensemble pour résoudre le problème. Ça, parce que décidément, de toute évidence, Haïti n'est pas qu'à résoudre le problème pour compte. Ce sont des mineurs, un mineur a un problème, il faut ou on mettait l'ensemble de redressement, ou mettez sous tutelle, sous forme de tutorat, en tutelle déguisée. Je crois que c'est le chapitre 13 de la Charte des Nations Unies. Donc, c'est Rondier qui fait que il n'y a pas mettre nous formellement sous tutelle. Mais tout ça qu'a exercé, toutes les actions diplomatiques qu'a exercé du côté des États-Unis, qui fait de manière beaucoup plus franc, beaucoup plus respectueux, plus ou moins, mais toute action diplomatique qu'a exercé par rapport à sur des actions diplomatiques de tutelle déguisée, parce que son pays raté, ou son pays failli, ou son État défaillant, Merci. Il y a l'autre bagage. C'est bon, l'ordre, c'est aider pour gérer le problème, pas parce qu'on ne peut pas gérer le problème. Merci beaucoup, professeur Fritz Dorvilliers. Nous voulons retourner sur vraiment un mot ou une phrase, et sinon peut-être mes interprétés ne vont pas dire non. Vous dites que incapacité acteurs, élites, de manière générale, à aider à résoudre le problème d'Haïti et à mettre les sur les rails du développement, incapacité fait de eux des mineurs. Exactement. Merci beaucoup. Des mineurs. Il y a deux petits monde qui ont boumé, grand monde pour discuter. C'est ce qui a été fait à la Jamaïque. C'est-à-dire que mettez-nous ensemble pour, voilà, c'est une 40 ans, etc. Si on fait une 40 ans, il y a nous l'autre, non. Ou bien après, essayer de résoudre le problème. Non, pour nous. Parce que tout simplement, c'est des mineurs ou pas véritablement, ou pas de capacité. La notion de capacité en droit, ou pas de capacité, ou prouver qu'on n'a pas de capacité pour gérer tout, ou peut-être pour prendre tout en compte, pour indépendant, pour gérer tout, etc. Ou pas qu'à faire, à ce moment-là, son grand monde qui peut gérer, ou bien son lac pour gérer, ou bien son groupe de grand monde, parce qu'on n'a pas de maman, pas de papa, son deux monde qu'on gagne, c'est de famille loin, ou bien de amis qui mettent ensemble pour gérer jusqu'à ce qu'on vienne à atteindre maturité. Nous sommes pays mineurs, un petit mineur pauvre, en ayant, en quelque sorte, donc, il a essayé de regarder comment il est capable d'essayer, d'aider nous. Ça fait que, ou pas qu'à manifester puissant tout, seule puissance qui a manifesté, peut-être une puissance culturelle, mais étant donné les situations politique, économique pays, même la puissance culturelle d'Haïti pas qu'à manifester à l'étranger parce que il pas prendre au sérieux. L'on fait d'événements culturels, le monde ça fait d'événements culturels, l'État pays qui ça a dit, qui ça a porté de point de vue culturel parce que pays en débandade, pays sont chaos total, sont anarchie totale. À ce moment-là, pour porter aller, faut gagner. C'est une manière de dire que Haïti ne peut rien apporter sur la scène internationale, dans l'ordre international, parce que Haïti n'a rien pour le moment. Même si on est de grands diplômes, même si on est de monde très qualifié, on ne peut pas véritablement rien, parce que tout simplement,
base là ou pas de fondement qui peut supporter l'action diplomatique de ces agents-là. Merci beaucoup, professeur Fritz d'Orvilliers, pour disponibilité. Il y a un pile point de terminer avec vous, mais le temps nous fait la guerre, comme nous faisons la guerre au temps en Haïti. Merci beaucoup, certainement, et au prochain rendez-vous que nous aurons. Parce que, et comme nous l'avons dit, notre mission, c'est d'informer, d'éduquer et de divertir. On va continuer avec ces formes de rubriques d'émissions de formation, d'information aussi certainement, mais aussi et surtout de divertissement et de distraction. Merci beaucoup pour cette rubrique d'éducation que vous nous apportez sur la diplomatie aujourd'hui. Merci et à la prochaine rencontre, on parlera peut-être de la guerre russo-ukrainienne et peut-être des dernières sanctions, notamment de ces rappels de diplomates haïtiens se trouvant aux États-Unis avec ces nouvelles de corruption dans la diplomatie. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole et merci à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, le professeur Fritz d'Orvilliers, ancien consul d'Haïti à Ottawa. Il était là avec vous, avec nous, pour parler diplomatie et vous avez entendu certainement tout ce qu'il a dit. Merci à toute l'équipe technique. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto.